Bonjour. On va parler du coup des livres qui m'ont secoué en 2022, sachant que la dernière vidéo que je vous ai faite sur les livres qui étaient pour moi les meilleures lectures récentes, cette dernière vidéo je l'ai fait en janvier et ça comptait du coup mes lectures de janvier 2022. Donc on va parler des meilleurs livres que j'ai lus à partir de février 2022 jusqu'à décembre 2022. Déjà, quelques petites statistiques. Selon Goodreads, je sais pas si vous connaissez, c'est une application et un site, vous pouvez l'avoir en application, qui est là pour les lecteurs. En gros, vous vous fixez un objectif pour l'année et vous lisez et vous remplissez cet objectif. Voilà. Et c'est un nombre de livres par an. J'avais comme objectif de base d'en lire 36. Finalement, quand j'en ai lu 35 et qu'il me restait quelques mois devant moi, j'ai transformé mon goal en 45, je crois. Selon Goodreads, j'en ai lu 48 cette année. Et c'est faux, parce que y en a au moins 3, je crois qu'il y en a 3, que j'ai pas terminé, que j'ai commencé, que j'ai pas terminé parce que soit ils m'ont pas plu, soit j'ai juste abandonné. Aussi, moi personnellement, je compte pas les BD comme des livres, et eux si. Donc, selon eux, en ne comptant pas les livres que je n'ai pas terminés, j'en ai lu 45. Selon moi, juste en termes de romans et pas de BD, j'en ai lu 36. Dois-je préciser que je trouve que 36, c'est quand même un très bon chiffre. Si je pouvais lire 36 vrais livres par an, ce serait génial. Parce que comme vous le savez tous, j'ai une liste longue comme c'est plus maintenant le bras. Je pense officiellement on peut vraiment faire une jambe entière avec la liste de livres que je dois lire, que j'ai envie de lire. Sur cette quantité de lecture de ces derniers mois, je vous ai fait du coup une petite sélection de ce qui, selon moi, n'est pas à rater. Et vu que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, prenez un thé, un petit café, quelque chose, un snack, et on va se plonger là-dedans ensemble parce qu'à un moment donné, je me suis posée, j'ai fait le top 5, mais en vrai, ça fait longtemps que je me suis pas repenchée sur ce top 5 que j'ai écrit, donc je sais même plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Let's dig in together! Ah oui, c'est pas dans l'ordre, genre le top 1, c'est le meilleur, le top 5, c'est le 5e meilleur. Non, c'est juste plutôt dans l'ordre où je les ai lus. Et vous allez me voir beaucoup checker mon ordinateur qui est juste là, c'est normal. Comme dit, j'ai lu beaucoup de livres, je peux pas me souvenir de tout. Si, mais pas pour vous l'expliquer. Alors, là, le premier livre dont je voulais vous parler, c'est en fait une saga que je n'ai pas terminée. Il y a le 4e tome qui me fait des yeux, là, sur ma bibliothèque, enfin, sur mon étagère, et je m'y suis pas mise. C'est un pur échec, hein. Je voulais vraiment vous lire le 4e tome dans l'année 2022 pour dire que j'ai lu la saga entière en 2022. Mais bon voilà, ce n'est pas un échec. C'est juste remis à plus tard. Donc c'est la saga de La Passe Miroir de Christelle Dabos. La Passe Miroir, comment vous dire? Il y a le premier tome qui est Les fiancés de l'hiver, le 2e qui est Les disparus du clair de lune, le 3e qui est La mémoire de Babel, et le 4e, faut que je regarde du coup puisque La tempête des échos, voilà, que je n'ai pas lu du coup. Sur ces 4 romans, dont un comme dit que je n'ai pas lu, c'est le 4e, voilà, tapez-moi sur les doigts. Le premier est oufissime. Le 2e fait gravement honneur au premier. Le 3e est celui qui du coup m'a fait faire une pause avant de lire le 4e que du coup je n'ai pas lu parce qu'il a fallu que je lise autre chose pour me changer un tout petit peu les idées. Pourquoi? Parce que en fait j'ai vraiment beaucoup enchaîné entre le 1, 2 et 3 et que genre être toujours dans le même univers à un moment donné c'est lassant. Ça pourrait ne pas l'être si le 3e tome avait été un tout petit peu mieux. Le 3e tome, je pense que c'est celui qui est un peu faible, disons. Le maillon faible de la chaîne. Je place de très 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 grands espoirs dans le tome 4. Dites-vous que le tome 1 est excellent. Excellent. Alors, il s'agit, maintenant que j'ai fait cette introduction beaucoup trop longue, il s'agit d'un livre de fantasy pour jeunes adultes. C'est un livre jeunesse, c'est catégorisé jeunesse. Moi, j'aime pas qu'on dise que la littérature jeunesse est dédiée à la jeunesse et que du coup, c'est normal que ce soit
appealing parce que c'est des trucs qui sont là que pour le divertissement et que ce sont pour voilà, les adolescents quoi, et que du coup on les juge comme étant moins qualitatifs que des livres pour adultes, entre gros guillemets. Je déteste cette notion-là parce qu'en fait ça fait passer beaucoup de gens à côté d'œuvres littéraires, et j'utilise bien le terme œuvre littéraire, qui pourrait vous faire énormément de bien, simplement parce que les trucs qui sont pour adolescents, qui sont censés vous divertir, sont aussi, quelquefois, ce genre de petites merveilles qui vous fait rêver de nouveau, qui vous fait voyager, et qui vous fait ressentir beaucoup plus qu'un truc rigide et insipide pour adultes. Donc, moi je dis pourquoi s'en priver. Le premier tome, c'est celui qui m'a fait dire ok, là je sais pas qu'est-ce que ça va être la suite des 3 tomes suivants, mais ce qui est sûr c'est que le premier tome est dans le top de mes meilleurs livres. Dès les 2 premières pages, j'ai adhéré au livre, et je pense que c'est vraiment un signe, le signe que c'est ce qu'il me fallait, le signe que j'allais devenir une grande fan de Christelle Dabos. Les 2 premières pages, même je dirais le premier paragraphe, mais pour être plus sympa, je dirais les 2 premières pages, vous avez tout. Je savais que ça allait être exceptionnel. Si vous êtes dans une librairie, que vous voyez, vous tombez sur ce livre, que vous lisez les 2 premières pages, vous devrez l'acheter. Ce sera un besoin compulsif de l'acheter. Et si vous n'êtes toujours pas emballé après 2 pages, lisez les 10 suivantes. Et là, je vous assure que ce bouquin passera à la caisse. C'est obligé. Je me souviens que quand j'ai terminé ce livre, j'étais tellement emballée, il fallait que j'en parle. Oui, j'ai aussi un très gros problème, je suis toute seule dans ma vie. À lire les livres que je lis, c'est la pire des solitudes, vraiment. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. J'attends mon âme sœur. J'attends que quelqu'un dans les commentaires fasse « Viens, causons de bouquins en privé. » Oui, s'il vous plaît. Parce que les gens autour de moi lisent, pas tous, largement pas tous, et sûrement pas ce que moi je lis. Et c'est horrible. C'est une torture de tous les jours. Donc en fait, je fais beaucoup chier ma mère parce que c'est la seule qui est d'accord de m'écouter patiemment sur des choses qui, moi, toute seule, me font grave délirer. Mais que bon, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai voulu lui lire les 2 premières pages pour lui dire « Do you know what I mean? Do you understand why I just love this book? » Quand j'eus terminé la lecture de ces 2 premières pages, elle m'a dit oui, bon voilà, ça se sent que c'est la littérature jeunesse. Et là, je me suis maudite de lui avoir dit que c'était sans doute de la littérature jeunesse. Parce que je trouve que quand un livre est bien écrit, on s'en fout si c'est de la littérature jeunesse ou pas, tu vois. Mais je vous l'ai déjà dit avant, enfin juste avant, c'est ce que j'ai dit juste avant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a vraiment... j'étais là en mode, maman, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur le fait que genre ces 2 premières pages sont exceptionnellement bien écrites, super intéressantes, révolutionnaires au niveau de l'imaginaire, et juste belles, genre poétiques, qu'elle te fait rêver en 2 secondes, 2 pages, tout ça... Est-ce qu'on en a quelque chose à battre que c'est de la littérature jeunesse? Non, voilà, merci de ne même pas juger par la catégorie, quoi, merde. Bon, bref, passons. L'histoire, pour vous faire un mini résumé, c'est une très chère fille, Ophélie, qui est une liseuse et aussi une passeuse de miroir, bref, qui va être forcée d'épouser un gars d'une autre arche et qui va se retrouver dans une espèce de complot politique sur cette arche-là. Bien. Ça, c'est le truc de base. Moi, ce que j'ai écrit, c'est Ophélie a passé toute sa vie sur ce qu'on appelle donc une arche. Concrètement, vous comprendrez ce que c'est quand vous lirez le bouquin, parce que vous le lirez, n'est-ce pas? Ne me laissez pas toute seule avec ça. Il faut qu'on puisse en parler, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-moi. Prenez ce bouquin, lisez-le. Le premier tome, hein, j'en ai rien à faire du reste. Le premier tome. De toute façon, si vous lisez les premiers tomes, vous lirez la suite. Pour les habitants de cette arche, sur laquelle elle est, la famille égale clan, le clan égale la famille... Bref, c'est très fusionnel tout ça. Et ils sont très pacifistes. Ils n'ont aucune hiérarchie en dehors de ce qu'ils appellent les doyennes. Ils se considèrent tous comme des cousins, des tantes, des oncles les uns des autres. Donc c'est un climat plutôt équilibré, tout le monde a sa petite fonction, on se respecte les uns les autres, c'est beau, franchement. C'est un monde parfait. Sans qu'elle le sache vraiment, du coup, Ophélie a grandi dans un... C'est ce que j'écris, hein. Dans un petit paradis matriarcal où elle est devenue responsable d'un musée de l'ancien monde. Ce n'est donc pas le genre de fille qui hausse le ton, qui prend de la place comme sa mère, qui exprime son avis. Bref, elle est très calme et réservée d'apparence,
mais elle n'en pense pas moins. Donc évidemment, quand on lui dit du jour au lendemain qu'elle est mariée de force à ce gars d'une autre arche, elle n'est pas d'accord qu'il le serait. Mais bon, elle n'a pas le choix, donc elle le suit avec sa tante qui joue le rôle de chaperon jusqu'au mariage pour s'assurer, que rien d'indécent ne lui arrive avant. Mais ces deux très chères dames qui n'ont rien connu d'autre que leur arche pacifiste vont se retrouver dans un monde très très différent du leur, parce que le pôle, donc la citatielle en particulier, vu que tout se passe là-haut, c'est un autre délire. Donc le pôle, c'est l'arche sur laquelle elles vont, et la citatielle, vous comprendrez quand vous lirez, parce que vous le lirez. Donc là-bas, il fait froid, c'est la haine ambiante, elle se retrouve embourbée dans des problèmes qui ne la concernent même pas. En résumé, c'est un enfer. Et c'est l'enfer le plus passionnant que j'ai jamais lu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce bouquin. Faut qu'on passe à autre chose parce que sinon on va avoir une vidéo de 1 heure. Et lisez-moi ça. Deuxième livre que j'ai considéré comme étant le meilleur de 2022, c'est Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. C'est un livre qui parle en fait du point de vue d'Elisabeth Gilbert sur la création. Elisabeth Gilbert, c'est celle qui a écrit Mange, prie, aime, qui a été adapté au cinéma, qui a été un best-seller, qui a aussi été un blockbuster, j'en sais rien. En tout cas, ça a été un gros succès, que ce soit en livre ou en film. Ce livre m'a clairement aidé à passer mes concours pour l'école de la Cinéfabrique. J'avais prévu le coup et je me suis dit, je vais le lire dans cette période-là. Quelle bonne idée, Nao. Merci Nao passé pour mon Nao passé futur. J'ai écouté le livre audio du coup en français. C'est pas que ce livre m'a poussé réellement à réussir mon concours, mais en tout cas, il m'a donné une merveilleuse perspective sur la création, sur le fait de faire juste pour faire et de montrer ce qu'on a fait sans attendre quoi que ce soit. Ce sont des principes qui en fait sont tout cons comme ça, mais qui sont très très compliqués psychologiquement à accepter et à mettre en pratique. C'est un livre qui donne vraiment un beau message sur la persévérance sans souffrance, sur la vulnérabilité des artistes qui n'est pas censée nous détruire mais nous rendre plus forts. Elle est contre le cliché de l'artiste écorché vif. C'est aussi un très beau message sur la richesse de notre monde intérieur qui n'attend que d'être utilisée. Elle m'a vraiment donné la foi en mon propre pouvoir créatif. Elle m'a vraiment donné envie de continuer à m'exprimer, même si je fais sans doute de la merde, beaucoup, très souvent. Après, je dois quand même avouer qu'elle m'a donné l'impulsion qu'il me fallait pour terminer mon film pour le concours. Et elle m'a aussi donné l'inspiration de plus approfondir d'autres domaines artistiques que je n'avais pas touché avant, qui me manquent un peu dans ma vie. Pendant que je l'écoutais, je me suis dit il faut absolument que je me procure une version papier, une version imprimée de ce livre pour le laisser en libre service dans l'appartement familial pour que tout le monde dans ma famille puisse le lire. Parce que non seulement je trouve que ça pourrait être très bénéfique pour certaines personnes, mais aussi je pense que c'est bénéfique pour absolument tout le monde, quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous êtes. Le fait de croire en notre part de créativité et d'intuition pour mettre en place des choses nouvelles, innovantes. Et ce, voilà, comme dit, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. C'est un des pouvoirs humains, finalement, la création. Donc, il faudrait pas passer à côté. Le troisième livre de cette série de meilleurs livres 2022, c'est Hamnet de Maggie O'Farrell. Amen. Pour vous expliquer un peu de quoi il parle, c'est une fiction inspirée de faits réels. Hamnet étant un nom similaire à Hamlet, dans les administrations de l'époque, je crois que les deux noms c'était les mêmes. Comment vous expliquer ça ? En gros, ça raconte l'histoire de la famille de Shakespeare. Et là, vous allez vous dire... Quoi ? Déjà, on pense pas souvent à la famille de Shakespeare, c'est vrai. On pense pas au fait qu'il avait une femme et des enfants. Ça nous passe au-dessus de la tête. Et j'étais tellement in love de ce bouquin à la fin, même au milieu, que j'avais voulu lire toutes les pièces de Shakespeare après ça. Ce que je n'ai pas fait. Mais vraiment, je voulais me rapprocher de Shakespeare, encore plus. En gros, on se concentre quand même beaucoup plus sur le point de vue de sa femme, avec ce qu'elle vit, avec ses enfants, avec ses beaux-parents,
et avec son mari Shakespeare. Sa femme étant Agnès ou Agnès. Et il s'avère que au début du livre, il y a un avant-propos, comme dit je l'ai pas sous les yeux donc je m'en souviens juste. Il y a un avant-propos qui justement explique cette nuance qui n'existe pas vraiment entre Hamnet et Hamlet et le fait que dans un des foyers à je sais plus quelle date, il y a un petit garçon du nom de Hamnet qui est décédé et que son père, quelque temps plus tard, aura écrit l'une des plus grandes pièces de théâtre, Hamlet. Et donc, sans jamais nommer Shakespeare, on sait que c'est Shakespeare, mais il est jamais nommé. Il n'y a pas un seul mot, un seul nom qui est donné pour dire que c'est Shakespeare, mais c'est lui. D'ailleurs, il n'est pas du tout omniprésent dans le livre, c'est beaucoup plus sa femme qui l'est, et du coup, ses enfants. Avec cet avant-propos, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on sait déjà ce qui va se passer dans ce livre. On commence, on capte que ah d'accord, donc là on est en train d'étudier vite fait l'enfance de Shakespeare. Et quand je dis étudier, je n'entends pas le fait que ce soit un livre documentaire, pas du tout, c'est une fiction, c'est écrit comme une fiction et c'est magnifique en tant que fiction. C'est juste que ça vous apprend pas mal de choses du coup sur la vie de Shakespeare parce que je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Maggie O'Farrell, elle écrit tellement bien que on s'en fout si vous aimez pas Shakespeare ou pas, si vous n'avez rien à faire de sa vie ou pas. Vous aurez tout le cœur investi dans l'histoire qui se déroule sous vos yeux. L'histoire, elle alterne entre deux timelines. Il y a la timeline où les enfants de Shakespeare sont là et il y a un problème qui survient. Et il y a la timeline, la deuxième, qui est celle du passé et qui est celle en fait où Shakespeare est un jeune homme / petit garçon ensuite qui rencontre sa femme et voilà qui crée une famille ensemble, etc. Comment les enfants sont nés. Et à chaque fois, t'as les deux qui s'alternent et ça n'a rien de redondant, c'est vraiment beaucoup plus sensible que ça. Mais en fait, le problème qui survient dans la première timeline avec les enfants, c'est que un des enfants, il y en a 3, il y a une grande sœur, il y a la petite fille et il y a le frère. La petite fille tombe malade. Agnès va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver. Je peux pas vous dire plus que ça. Peut-être vous lire ce que j'ai écrit sur mes impressions en terminant le bouquin, mais il n'y a pas de spoil, déjà que de ce que je vous ai dit, et il n'y a même pas de spoil possible. Parce qu'en fait, c'est pas un livre qui repose sur qu'est-ce qui est raconté, c'est un livre dont l'intérêt est comment c'est raconté. J'ai écrit dans mes réactions de fin de lecture, Maggie O'Farrell écrit tellement bien que je pourrais surligner le livre entier. Magnifique, c'est rare de lire un roman aussi beau. Nous ne sommes plus liés au plan matériel de l'écriture, mais au plan subtil. Elle ne peut pas utiliser des formules directes, elle emploie donc l'indirect, le biais. Seuls ceux qui savent de quoi elle parle, qui l'ont déjà expérimenté ou qui sont assez sensibles pour le comprendre de cette façon, peuvent déchiffrer ces messages indirects. Indirect et d'une telle beauté, tellement subtil que nous avons l'impression de l'éviter. Un livre qui transpire l'amour, le vrai, la spiritualité, la beauté, l'espoir, tant de choses. Ce livre est dorénavant placé au rang de pépite. Tout l'intérêt, ce sont les phrases qui sont écrites. Pas ce qu'elle raconte nécessairement, mais ce sont les phrases qui sont écrites. Donc j'ai pas envie de vous spoiler une seule phrase. J'ai envie que vous soyez époustouflés, que vous ayez le souffle coupé à chaque phrase parce que vous la découvrez. Donc je vous laisse cette expérience-là et on passe au livre suivant. Le livre suivant, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Pareil, c'est un livre pour jeunesse, machin. Je l'ai lu en audio et c'était un grand fun. Très souvent, on n'attend pas grand-chose de plus que d'être diverti par un livre. Si vous voulez être diverti par un livre, voilà. Inheritance Games. D'ailleurs, il a été vraiment un très bon best-seller. Genre, je me souviens que à peine avoir terminé le premier, il y avait les pubs du deuxième qui sortaient, mais genre qui sortaient en mode pub filmé, donc avec motion design et tout, diffusé dans les gares. Pour vous dire à quel point c'est un livre événement, mais en vrai, il y a des livres événements qui ne se valent pas. Hashtag beaucoup. Et il y a des livres événements qui se valent. Hashtag celui-là. En vrai, je dirais pas que c'est juste un livre pour adolescents. Je dirais que c'est un livre pour tous ceux qui aiment le divertissement, surtout quand ça tourne autour du mystère. C'est bien écrit, c'est bien structuré, c'est bien équilibré. Ça a une bonne gestion du suspense, des relations entre les personnages, de l'évolution des personnages. Alors, de quoi ça parle juste? Je me souviens plus des noms, franchement ça fait maintenant un bout de temps que je l'ai lu, donc bon. Ça parle d'une meuf adolescente du coup,
qui est vraiment dans la galère financièrement, genre elle vit avec sa demi-sœur, il y a des moments où elle dort dans sa bagnole. Ce genre d'introduction de livre tout à fait mélodramatique, mais qui n'est pas mélodramatique, c'est ça qui est vraiment intéressant. Elle a un bon caractère, on reste à ses côtés, on n'est pas là en mode oui, c'est trop guimauve. Non, tout va bien, elle gère. Bref, et du jour au lendemain, en fait, on lui dit voilà, tu as hérité de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'un gars que tu ne connais absolument pas et qui n'a aucun lien de sang avec toi. La seule condition pour qu'elle l'hérite, c'est qu'elle reste 1 an dans le manoir familial de ce gars-là qui lui a légué le fric. Le problème, c'est que dans ce manoir-là vit aussi les autres membres de la famille de ce type qui, eux, ont eu des sommes dérisoires à côté de ce que elle a eu, vraiment dérisoires, et qui se posent toutes ces questions, mais de qui t'es, en fait. D'où tu sors? Qu'est-ce que t'as fait à notre grand-père, oncle, pour avoir cet argent? Qu'est-ce que t'as fait? Et donc ils ont tous des théories X et Y. Tout le monde cherche dans son coin le pourquoi cette meuf a hérité, et elle en premier. Et il s'avère que elle a été éduquée avec des énigmes, elle adore ça, et donc elle se met à chercher les réponses. Et, truc incroyable, ce gars du coup a 3 petits-fils qui sont tous les 3 très forts aussi en énigmes, qui ont été aussi éduqués comme elle avec des énigmes, point commun assez intéressant, et qui vont aussi tenter de chercher des réponses. Ambiance quand même très tendue, très mystérieuse, intrigante. À la fin du premier tome, on se doute bien que s'il y a 3 tomes qui est sorti, je sais pas s'il y en a 3 ou 4 même, genre c'est fou, mais le premier tome est génial. Bon rythme, belle structure. S'il y en a d'autres, vous vous doutez bien qu'en fait à la fin de ce premier tome, vous n'avez pas énormément de réponses. Mais vous découvrez quand même pas mal de choses, mais vous n'avez pas beaucoup de réponses. Et c'est ça que j'adore. Franchement, c'est ça que j'adore, c'est pour ça que j'attends le deuxième. Là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. C'est juste excellent. Donc voilà, très très bon livre de divertissement. 5e et dernier livre sur ma liste des meilleurs livres 2022. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle Le Clan Bennett, qui a été écrit par Teji Klun ou Tchid Klun, aucune idée de comment ça se prononce. Et le premier tome s'appelle Le Chant du Loup. Pareil, c'est un livre pour jeunesse que j'ai aussi écouté en audio. En fait, ce livre m'a touchée à un niveau supérieur parce qu'au départ, je me suis mise à le lire en me disant ouais, voilà, pareil, il me faut un truc pour me divertir. Je lis quand même beaucoup de choses pour me divertir, donc vous allez peut-être voir sur Goodreads d'ailleurs beaucoup de trucs où t'es en mode Nao, c'est toi qui dis ça? Oui. Chacun a sa façon de décompresser, ok? Donc je me suis dit ouais, ça va être un livre pour adolescents qui parle de loup-garou type Twilight, mais c'est bien plus que ça, vous vous en doutez, si jamais c'est dans ma liste. À côté d'un livre comme Hamnet, il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Que je vous fasse un mini résumé tout de même avant de vous lire sans doute ce que j'ai écrit comme réaction après avoir terminé. Ça parle. Viens, on va sur Audible et on va regarder le résumé qu'ils nous en font, parce que moi et ma capacité de résumé, you know. Ox a 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett, dont la famille vient d'emménager dans la maison au bout de la route. Oui, c'est une route où genre après il y a la forêt très dense du nord des États-Unis. Genre lui, c'est déjà une maison excentrée, mais genre la maison des Bennett est encore plus excentrée vers la forêt. Voilà, petite parenthèse. Joe qui parle comme il ne l'avait plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change alors du jour au lendemain, car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. J'en dis pas plus, même si c'est écrit plus. Vous allez comprendre. Comme je vous ai dit, je pensais qu'au départ, du coup, en lisant ça, ça va être un truc de type loup-garou, Twilight. Mais non. Non. Ce livre, et ça c'est ce que moi j'ai écrit, nous donne envie de faire partie d'une meute. Pour de vrai. Je disparais dans mon cadre. Chaque fois que je m'observe, je suis là. Bref. Ce livre me donne l'envie de faire partie d'une meute, car la meute est ici le symbole de la plus saine des familles possibles. C'est le symbole de l'union des âmes qui dépasse les liens du sang. J'étais inspirée, j'étais très inspirée. Qui dépasse les préjugés. C'est le sentiment d'appartenance exacerbé. C'est la bienveillance, l'amour et la solidarité les uns envers les autres, toujours. Le lien animal-humain aussi est magnifique. Il me donne envie d'être dans un monde où nous pourrions communiquer avec les animaux grâce à notre intuition, à nos énergies, où on pourrait communiquer avec la nature et avec les autres êtres humains.
Et je sais que ce serait possible. Et c'est sublime de le voir illustré ici avec ce livre. Vraiment, il m'a allumé, j'ai l'impression. C'est badass et cruel aussi. Il n'y a pas que des scènes douces, au contraire, il y a beaucoup de problèmes, et c'est ce qui donne du relief à l'histoire. Je ne pense pas que je lirai les tomes suivants, celui-ci se suffit à lui seul, je n'ai pas envie d'être déçue par la suite, et puis ce premier tome était déjà fichtrement long, oui, je crois qu'il fait 18 heures d'écoute. Mais cela me suffit, ce fut une superbe expérience, je porterai ce livre dans mon cœur pour le reste de ma vie, comme une inspiration, une devise, un exemple, un idéal. Je crois que j'en ai assez dit sur le clan Bennett. Je vais pas lire les autres tomes, parce que ce livre-là, je trouve que c'est une belle évolution d'un personnage qui a beaucoup à gérer, qui a beaucoup à guérir, qui grandit beaucoup et en fait on le voit grandir et je pense que le moment où le livre s'arrête, je veux dire c'est le bon timing pour arrêter la lecture quoi. Pour un petit mot de conclusion sur tous les livres que du coup j'ai dit qui étaient les meilleurs de l'année, ce sont des livres en fait qui m'ont fait évoluer, qui m'ont touché quelquefois simplement d'un point de vue sensible, qui m'ont tous fait évoluer d'une façon ou d'une autre, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont passionné quelquefois, souvent, qui m'ont aidé dans une période où j'avais du stress, où c'était assez instable, où il me fallait une bulle sécure, où je pouvais vraiment m'éclater. Simplement du divertissement ou quelquefois vraiment quelque chose d'inspirant et qui m'aide, qui me soutient dans la période que je suis en train de traverser. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes problèmes de peau, vous aurez très bien compris que j'ai pas vécu la meilleure des périodes de ma vie. On va dire les 2 dernières années ont été quand même plutôt pas cool. Pour mention spéciale, des livres que j'ai dit que au départ je voulais vous en parler, finalement je me dis ça va être un peu long et c'est juste des livres plus pour le divertissement. Je vous les donne quand même, au cas où ça vous intéresserait. Ils m'ont aussi aidé dans cette période. Ils sont qualitatifs dans leur structure, parce qu'évidemment s'il n'y a pas de qualité de la structure, moi je ne peux pas. Si je ne sais pas où est-ce qu'on va et si ça ne m'intéresse pas de continuer à marcher avec le récit, je ne marche pas. Donc je m'arrête le plus souvent. Donc on a Rosen, tome 1 et tome 2. Il n'y a que 2 tomes, donc en vrai si vous aimez le premier, lisez le deuxième, parce que le deuxième est presque meilleur que le premier, sachant que les deux sont vraiment top. Rosen, c'est plus une histoire de fantasy orientale, très original, franchement ça faisait plaisir d'avoir quelque chose qui se passe dans le monde, dans un monde vraiment inspiré oriental, même si tous les orients étaient mélangés. Vraiment intéressant et rafraîchissant et j'étais vraiment bien investie dedans. Il y a la trilogie de Holly Black que j'ai lue en allemand, donc c'est la trilogie du prince cruel. En allemand c'est Elfenkrone, Elfenkönig et Elfenthron. Cette trilogie du prince cruel de Holly Black, c'est aussi de la fantasy. Franchement, j'aime beaucoup la fantasy et le fantastique, donc bon, ça revient souvent. C'est pour ça que dans mon top 5, j'ai vraiment essayé de ne pas avoir toujours la même chose, mais voilà, c'est souvent ce que je lis. D'ailleurs, les trucs de divertissement, c'est que ça, presque. Que ça. Cette trilogie, c'est dans le monde des elfes, où tu as une meuf qui n'est pas elfe, qui a grandi et qui se retrouve à essayer de s'en sortir dans, pareil, des complots politiques, mais la politique type monarchie dans un monde des elfes. Plutôt pas mal. Il y en a un autre qui est pas mal, c'est Serpent and Dove. C'est encore de la fantasy, c'est dans un monde plutôt moyenâgeux renaissance, entre les deux, où on suit un personnage, je sais plus comment elle s'appelle, qui est en fait une sorcière, et évidemment à cette période-là, les sorcières c'est pas le top, mais vu que c'est de la fantasy, genre c'est pas exactement la même chose qu'un livre historique qui dirait oh voilà donc il y a une fille qui est dite sorcière. Non, là la magie existe vraiment, elle est vraiment sorcière, il y a différents types de sorcières, et elle essaye de survivre, que ce soit vis-à-vis des humains ou vis-à-vis de ses pairs qui veulent aussi sa peau, bizarrement. C'est un livre plutôt sympa. Pareil, encore une fois, c'est un livre de jeunesse, mais que tout le monde peut lire, c'est du divertissement. Voilà, j'arrêterai pas de le répéter. Il est assez dark aussi, un peu plus dark que les autres, je pense. Ensuite, j'avais aussi noté Le Royaume assassiné. Et alors là, pareil, c'est de la fantasy, ça se passe plus, je sais pas dans quelle période en fait. Le truc qui m'a fait aimer ce livre, ça a été toutes les scènes qui se trouvaient dans l'océan, parce que ça raconte l'histoire d'une sirène. On pourrait même dire que c'est une sorte de conte de la petite sirène, mais en revisité, plus dark, plus violent, et avec un monde plus structuré, plus développé autour. C'est l'histoire de sirènes qui du coup bouffent des cœurs humains,
que ça les rend puissantes quoi. Qu'il y en a une spéciale qui se fait du coup exiler, qui du coup perd ses attributs de sirène, qui se retrouve en mode corps humain, à devoir tuer quelqu'un sur la terre ferme sans sa force et sans son pouvoir de la voix. Ok, elle peut encore parler, mais c'est juste que elle ne veut plus envoûter. Elle se retrouve sur un bateau pirate qui est en quête justement d'un moyen d'exterminer les sirènes. Elle est là en mode infiltrée, à devoir tuer quelqu'un sur ce bateau. C'est très sympa. Et comme dit, le truc qui m'a vraiment fait aimer ce livre, c'est les descriptions, l'univers, l'ambiance, tout ce qui a attrait aux sirènes, qui est beaucoup plus violent et sombre que ce que on nous montre des sirènes. Et je trouve que du coup c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fidèle à ce que sont vraiment des sirènes. C'est-à-dire normalement pas des êtres tout mignons avec des cheveux rouges qui se peignent avec des fourchettes. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que vous aurez une merveilleuse année 2023 en termes de lecture et en termes de tout. Ce fut un plaisir de vous avoir parlé de tous mes petits bouquins que j'adore, qui font le miel de ma vie. Sur ce, bonne journée.